Bienvenue tout le monde. Bien, alors nous passons à la deuxième partie du résumé du chapitre, des chapitres de la Pâte à merveille. Bien, alors avant toute chose, je veux d'abord vous parler de certaines petites choses qui intéressent l'analyse. Donc, nous avons les emprunts. Alors, c'est une question qu'on pourrait vous poser le jour de l'examen. D'accord, et ces questions pourraient se rapporter aux emprunts. Ça vient du verbe emprunter. Emprunter, c'est prendre de l'argent comme dette. Donc, alors, les emprunts dans la langue, ce sont les mots d'une langue insérés dans une autre langue, bien utilisés par une autre langue. Nous avons ici, par exemple, le mot chouafa, nous avons le mot hammam. D'accord. Bon, alors, les emprunts, quel est leur rôle? Parce qu'on peut vous dire sortez des emprunts ou bien relevez du texte un mot qui appartient à la langue maternelle et expliquer pourquoi il est utilisé. D'accord. Alors, on va voir que les emprunts ont deux objectifs. D'accord. Ils sont utilisés pour deux choses. Mais tout d'abord, il faut souligner une chose. Le vrai emprunt duquel on parle ici, c'est l'emprunt lorsqu'il y a un mot en français qui équivaut cet emprunt. Si nous avons par exemple le mot couscous, il n'y a pas de mot en français qui signifie couscous. Alors, si vous utilisez couscous dans un texte, vous êtes obligé de le faire. Vous n'avez pas le choix. Mais si vous dites chouafa, vous avez le choix. D'accord. Donc, vous avez au moins le mot voyante. Alors, hammam, vous avez le mot bain mort. D'accord. Bon, ce qui fait que lorsque l'auteur utilise un emprunt ici, il l'utilise par choix et non par obligation et par nécessité. Alors, l'emprunt permet de réaliser ce qu'on appelle la fonction ethnographique. D'accord. Et la fonction ethnographique, c'est quoi? C'est faire connaître sa propre civilisation. D'accord. Alors, l'emprunt, c'est ça son rôle. Son rôle, c'est faire connaître la civilisation. D'accord. Donc, j'utilise des mots du dialecte marocain pour montrer que ce sont des caractéristiques de la civilisation marocaine. Bien, deuxième valeur des emprunts, pourquoi on les utilise, c'est tout simplement pour revaloriser la culture mère. Ça signifie que j'utilise un emprunt pour dire quelque chose, pour dire que pour moi, le mot chouafa égale le mot voyante. Et puisque j'ai utilisé le chouafa, la chouafa, c'est parce que si je l'ai utilisé, c'est parce que je pense que ma propre culture équivaut à la culture française et que j'écris en français par nécessité. D'accord. Parce que les autres ne peuvent me comprendre qu'en cette langue. D'accord. Mais bien sûr, nous sommes dans l'analyse. Dans l'analyse, on essaye de deviner. Nous aussi, nous essayons de devenir des voyants. Nous essayons de deviner l'intention de l'auteur. En vérité, l'auteur peut ne pas avoir cette intention. Mais nous, on dit que c'est pour ça. D'accord. Donc, alors, ce sont les deux fonctions de l'emprunt. Et regardez, pour comment réaliser la fonction ethnographique. Si on vous pose maintenant cette question, si on vous dit comment l'auteur arrive-t-il à faire connaître sa propre civilisation, ou bien il a utilisé quel moyen pour réaliser la fonction ethnographique, pour faire connaître sa propre civilisation? Eh bien, le premier moyen, c'est les emprunts, et le deuxième moyen, c'est ce qu'on appelle la description ethnographique.
D'accord? La description ethnographique, c'est quoi? C'est d'écrire ce qui est typique. Excusez-moi, typique ou bien propre à une civilisation. Par exemple, lorsque je décris le hammam, je fais une description ethnographique parce que je fais la description de quelque chose qui est typique, qui est propre au Maroc. Donc, mais si je décris un élève portant une jaquette, un pantalon et un cartable, c'est pas une description ethnographique. Pourquoi? Parce que ça n'a pas un caractère marocain. D'accord? C'est commun à plusieurs civilisations. D'accord? Alors, civilisation arabe, civilisation occidentale, civilisation marocaine, civilisation autre. Donc, maintenant, nous passons, début de notre chapitre, nous présentons les personnages et, en vérité, avant de les présenter, nous avons besoin de parler aussi d'autre chose. Nous avons parlé de ce qu'on appelle la mise en abîme. D'accord? C'est quoi la mise en abîme? L'explication la plus simple, c'est le récit dans le récit. C'est lorsque tu as deux récits, l'un est imbriqué dans l'autre. D'accord? Alors, on a ici un récit cadre et on a un récit enchâssé. Salut mon. Je voulais faire un accent, j'ai fait un A, d'accord? Donc un récit enchâssé. Alors, j'essaie de vous montrer un exemple avec une phrase. D'accord? Donc, ici, nous avons une phrase, d'accord? Une proposition et une autre proposition. Donc, nous allons supposer, d'accord? C'est pas juste de déplacer cette phrase, mais je vais la déplacer. Supposons que j'ai cette phrase ici maintenant. D'accord? Supposons que j'ai cette phrase ici. C'est pas une phrase juste. Alors, remarquez, j'ai ici la première phrase en noir. Et la deuxième phrase en marron bien, d'accord? Alors, remarquez, cette phrase, on l'appelle une phrase enchâssée. Donc, le mot enchâssé signifie imbriqué ou bien placé dans quelque chose. D'accord? Et pour la boîte à merveilles, nous avons ça. Ce sera le récit cadre, c'est le récit principal, et à l'intérieur de ce récit, nous allons avoir un autre récit qu'on appelle le récit enchâssé. Mais en vérité, dans la boîte à merveilles, il y a plusieurs récits enchâssés, mais il y en a un surtout qui est très, très important. Donc, excusez que je revienne un peu en arrière, voilà, pour replacer la phrase dans sa place. Donc, nous avons maintenant le récit cadre, bien sûr, pour notre... d'accord? Pour notre œuvre, le récit cadre, c'est le récit de la famille de Sidi Mohammed. D'accord? Alors que le récit enchâssé, c'est le récit principal. Le récit enchâssé, le principal d'entre eux, c'est le récit de Lalla Aïcha. Personnage qu'on va connaître tout de suite. Lalla Aïcha. Voilà. D'accord? Donc, avec son mari Moulay Larbi. Donc, c'est le récit principal et à l'intérieur de ce récit, on a ce deuxième récit. D'accord? Bon, par exemple, le récit de Lalla Aïcha, il démarre seulement au chapitre 4. En vérité, Lalla Aïcha est présente ici, mais son vrai récit, il démarre vraiment dans le chapitre 4. C'est l'événement perturbateur de ce récit. D'accord? Alors que ici,
c'est une simple, si vous voulez, situation de mise en situation initiale. D'accord? On connaît qui est la Aïcha. Point, c'est tout dans ce deuxième chapitre. Maintenant, passons s'il vous plaît et regardez, moi j'aime introduire ce qui a un rapport avec les outils de langue dans l'explication des œuvres. Je ne le fais pas ici trop, mais je vais le faire aujourd'hui, d'accord, parce que ça rend la vidéo un peu plus longue et plus lente à être uploaded, chargée sur YouTube. Bon, alors la description ethnographique, bon, on a vu tout ça. Alors, on passe les personnages de ce chapitre. Bon, chapitre 1 et chapitre 2, je présente les personnages d'abord et je fais le résumé ensuite. À partir du chapitre 3, on n'aura plus ça. Pourquoi? Parce que chapitre 1 et chapitre 2, ils nous présentent à peu près, presque, pas tout, mais presque tous les personnages, d'accord, qui sont principaux. Alors, l'Aïcha, c'est une shérifa. Shérifa, c'est une descendante du prophète. Une petite arrière petite fille du prophète. D'accord? Donc, elle est amie de la mère de l'auteur, la Zoubida. C'est une femme obèse. Une femme très grosse. L'obésité, c'est lorsque ça devient une maladie. La personne ne peut vraiment plus bien marcher, ne peut plus faire ses travaux. Elle a énormément de graisse autour du cœur et elle a énormément de lipides, de matière qui vient de la graisse dans le sang. D'accord? Donc l'obésité cause d'autres maladies qui sont très dangereuses. Bien, alors c'est une femme obèse ayant beaucoup d'emprise. Donc, la mère de Sidi Mohamed est très jeune, 20 et quelques. Lila Zoubida, c'est une femme déjà âgée. D'accord? Donc, alors, maintenant, Lila Aïcha, elle a beaucoup d'emprise sur la mère de l'auteur, c'est-à-dire la mère de l'auteur suit les conseils de Lila Aïcha. Lorsqu'elle lui dit de faire quelque chose, elle le fait. Bon, nous avons Allah le jardinier, on le connaît déjà, c'est le mari de Fatma Bziouia. Et d'ailleurs, on n'a rien à connaître à propos de ce personnage, tout simplement parce que ce personnage est un personnage secondaire. Il ne joue pas un vrai rôle dans le cas. La seule fois où il joue un tout petit rôle, c'est lorsqu'il commence à chercher avec les autres une fille qui s'est perdue, c'est Zineb. D'accord? La gardienne du mausolée. Le mausolée, on l'appelle aussi le sanctuaire, on l'appelle aussi le marabout. Donc, c'est la tombe d'un homme qui était très bon, d'accord, sur laquelle on construit une petite, si vous voulez, chambre, et on commence à visiter cette tombe en croyant qu'elle va nous apporter, d'accord, des bienfaits. D'accord? Des saints vivants, il en existe, des personnes qui sont très pieuses, mais après leur mort, ils ne sont plus d'aucun secours. Alors, nous sommes dans ce qu'on appelle ici, bien sûr, la superstition. Voilà. Donc, à distinguer du charlatanisme. Donc, la superstition, c'est croire en de fausses choses, en de fausses croyances. Le charlatanisme, c'est se servir de la superstition pour gagner de l'argent. Par exemple, la mère de Sidi Mohamed, c'est une superstitieuse. Mais la Chouefa, c'est une charlatante. Celle-là ne gagne pas d'argent avec sa superstition. Bien, alors maintenant, cette gardienne, c'est une oratrice. On a déjà utilisé le mot oration dans le plaidoyer et le réquisitoire. Oratrice, c'est une personne qui sait faire des discours, qui sait très bien parler. D'accord? Sachant extirper. Extirper, c'est soutirer, c'est prendre à la personne sans qu'elle s'en rende compte. Comme les pickpockets, les voleurs. Donc, extirper les
donations des visiteurs. Donc cette gardienne du mausolée, bien sûr, elle prend ce que les personnes donnent, offrent aux saints. Ce sont les donations. D'accord? Et bien sûr, elle profite de l'augmentation des donations. Alors c'est une femme qui sait très bien parler pour pousser les gens à donner plus. Les lieux. Alors, pour les lieux, nous avons Sidi Bouraleb, c'est le mausolée d'un saint ayant un catafalque. Le catafalque, c'est sur la tombe du saint qui est mort, on construit comme une grande caisse, on la recouvre généralement d'un tissu vert. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle le catafalque. Parce que les femmes, en voulant prier dans ce chapitre, elles commencent à battre le chapitre en priant. D'accord. Oui, donc Sidi Bouraleb, il est connu pour, lorsqu'il était vivant, ce Sidi Bouraleb, il aimait les chats. Alors, après sa mort, les chats sont très respectés dans son mausolée, comme les vaches en Inde. On ne touche pas aux chats de Sidi Bouraleb. Je ne sais pas si ça existe encore, si ce sanctuaire existe encore. Les Fessis, bien sûr, peuvent connaître ça, nous, non. D'accord. Le cimetière, entouré de marchands. Donc, lorsqu'ils allaient vers le saint, il est placé dans un cimetière, la place où on enterre les morts. Donc, il est entouré de marchands qui vendent des objets artisanaux, des babouches en argile, et le narrateur aime beaucoup ce spectacle parce qu'il aime bien sûr ces objets-là, ils ressemblent aux objets de sa boîte à merveille. Donc on commence notre résumé, évocation du Msid, le mardi. D'accord? Mardi, c'est un jour détesté, il nous dit un jour néfaste. Néfaste signifie nuisible, qui cause beaucoup de mal. Pourquoi? Parce qu'ils vont réciter, ce jour-là, ils récitent les versets de toute la semaine. Chaque jour, les versets du Coran. Vous avez une sourate et des versets. Donc, par exemple, lundi, tu apprends 10 versets, mardi 20, mercredi 30. Le mercredi suivant, tu vas réciter tous ces versets. Le qui vient et te dit, récite-moi 2 A. Il peut te choisir les versets appris mercredi ou bien les versets appris mardi ou bien, d'accord. Alors, ce jour-là, il y a beaucoup de coups de bâton, d'accord, beaucoup de punitions. C'est pour ça qu'il détestait ce jour et il nous informe qu'il le déteste encore alors qu'il est adulte. Bien. Nous avons vu l'autre jour comment on reconnaît l'auteur du narrateur grâce au temps. Et nous allons arriver à une place ici où je vais vous expliquer comment faire ça avec ce qu'on appelle la focalisation. C'est une leçon de langue et je vais vous l'insérer avec cette leçon. C'est toujours comme ça que je préfère opérer, d'accord? Donc, j'apprends aux élèves, lorsque j'enseignais en classe à des élèves, je leur apprends les outils de langue dans le bain. Nous sommes en train d'expliquer quelque chose, il y a un outil de langue qui est là, alors on explique cet outil de langue par rapport au contexte, ou bien dans le contexte où il se trouve. Bien, c'est ce que je vais faire avec vous tout à l'heure. Donc, alors maintenant, visite de l'Aïcha. Alors, premier thème de ce chapitre, c'est Mardi Noir. Deuxième thème, c'est visite de l'Aïcha. Et la mère du narrateur se plaint d'être malade. Alors l'Aïcha lui dit, oui, c'est vrai, et même ton enfant, il a l'air un peu malade, peut-être qu'il a le mauvais œil. Et j'étais très malade moi aussi, je suis allé, j'ai fait mes ablutions. Les ablutions, c'est lorsque tu te laves avant la salat, avant la prière. Alors, j'ai fait mes ablutions dans Sidi Bouraleb, j'ai bu son eau, et c'est comme si de rien n'était. D'accord? J'étais devenu en parfaite santé.
elle dit à la mère de Sidi Mohammed, allant visiter Sidi Bourel, elle sort. La rue est décrite comme un pénible voyage. D'accord? Elle marche, il y a beaucoup de monde dans les rues. Rappelez-vous, ce sont des rues très très étroites, des rues du passé, les anciennes Médina. Ce qui fait que vous n'avez pas beaucoup d'espace et les gens, lorsqu'ils marchent, il y a vraiment de l'agglutinement, il y a vraiment beaucoup d'embouteillage. Alors, les femmes se renferment. À la maison, elles parlent beaucoup. D'accord? Elles sont le contraire de ce qu'elles sont à la maison. À la maison, elles parlent beaucoup à voix haute. Ici, elles parlent en chuchotant, en baissant la tête. Bien sûr, il nous décrit la mentalité des femmes de 1921-20. Alors, ensuite, il nous décrit le cimetière. Et ici, il nous introduit un peu ce qu'on appelle l'intonation comique. Il veut faire, je m'excuse, la tonalité comique, il veut nous faire rire. Il nous dit, sa mère lui dit, ne marche pas derrière les ânes, parce qu'il rue, il frappe avec le pied. Il veut passer devant l'âne et ne passe pas devant l'âne parce qu'il va te mordre. Dans une petite ruelle du passé, je ne sais pas par où il va passer. Sidi Bouraleb, rituel. Rituel, c'est un ensemble de pratiques, un ensemble de règles, si vous voulez, d'habitudes qu'on fait dans quelque chose de religieux. Par exemple, les rituels de Eid al-Adha. Alors, on se réveille, on fait ses ablutions, on va à la prière, on retourne, on cherche un boucher. D'accord? Cet ensemble de pratiques qui ont une relation avec la religion, on l'appelle un rituel. Un rituel, c'est un ensemble de rites. Chacune de ces règles s'appelle un rite. Et bien sûr, la superstition, il y a aussi des rituels. Pourquoi? Parce que dans la superstition, on croit que c'est de la religion. On croit que ça nous rapproche de Dieu, que ça nous guérit. D'accord? C'est une façon d'implorer Dieu. Alors, c'est aussi un rituel dans la superstition. Et si Mohammed il est blessé, je peux vous remplacer ce mot par, ce sera mieux, par griffer. Les griffes, ce sont les ongles du chat. D'accord? Alors, le chat, il a un chat là griffé. Si Mohammed veut jouer avec, d'accord? Si Mohammed veut jouer avec ce chat et ce chat le griffe. Oh, après, retour à la maison. Donc, alors remarquez, mardi noir, visite de l'Aïcha, la rue, Sidi Bouraleb. La matinée à Dar Chouefa. Alors, le matin commence. Il nous décrit une matinée, mais c'est pour nous parler de tous les jours, ça se passe comme ça. Donc, rituel de l'habillement du père. Le père a un long ruban comme un turban et il a des habits qui ne sont pas cousus, alors il met ses habits, il commence à s'enrouler avec ce long pont de tissu, il s'enroule comme une très longue ceinture, d'accord? Il commence à se rouler en faisant presque une danse. Bien, alors ensuite, Sidi Mohammed nous parle des moineaux. Les moineaux, ce sont de petits oiseaux qui, le matin, entrent dans la maison. D'accord? Alors, Sidi Mohammed, il nous dit qu'il comprend le dialogue de ces moineaux. L'un dit, j'aime les figues sèches. Les figues, vous savez ce que c'est, que ça ressemble aux dattes, ça se mange. Donc, ça se trouve dans une petite ficelle tressée. Je crois que vous connaissez. Bon, alors maintenant, si vous avez des difficultés avec l'explication des mots, vous pouvez toujours revenir à l'explication en arabe, à la leçon en arabe. Vous y trouverez l'explication de tous ces mots en arabe. Bon, alors maintenant, comme j'ai dit, ces moineaux, l'un dit j'aime les figues sèches, l'autre lui dit pourquoi tu aimes les figues sèches? Bon, tout le monde aime les figues sèches, bien sûr, c'est pas le vrai dialogue des moineaux. Bien, alors je dois vous dire une petite chose. Ce récit, La boîte à merveilles, c'est un roman
qui n'a pas une visée narrative. Il ne raconte pas pour raconter une histoire, parce que l'histoire racontée est vraiment banale. Le père fait faillite, il va travailler 1 mois à la moisson, il rassemble de l'argent et il revient à la maison. D'accord ? Alors c'est pour ça que l'événement perturbateur ne se trouve qu'au chapitre, selon certains au chapitre 8, selon d'autres au chapitre 9, et je vais vous expliquer pourquoi chapitre 8 ou bien chapitre 9. D'accord. Bon, je peux vous le dire tout de suite. Chapitre 8, c'est le chapitre dans lequel il va vouloir se convertir au haïk. D'accord. Et on considère que c'est ce chapitre-là qui est l'événement perturbateur. C'est en voulant se convertir des djellaba au haïk qu'il va perdre son argent. Alors que d'autres considèrent que c'est la perte de l'argent lorsqu'il était au marché des haïk pour acheter la marchandise. C'est là qu'il a perdu son argent et c'est ça l'événement perturbateur. Personnellement, c'est mon choix. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une annonce de perturbation, une perturbation, comme la ficelle. Dans la ficelle que vous avez étudiée l'année dernière, l'annonce de la perturbation, c'est lorsqu'il a trouvé la ficelle. D'accord ? Et on reprend la situation initiale. Lorsque le crieur public passe en disant qu'un portefeuille a été perdu ou bien volé, c'est là l'événement perturbateur. C'est la même chose ici. Bon, je passe. Rituel des salutations matinales. Alors, il nous dit comment les femmes se saluent. Fatma Bziouia leur offre des beignets. Et c'est pour nous montrer un autre rituel en ce temps-là. C'est les offrandes des mets qui ne sont pas préparés tous les jours. Une femme prépare une soupe, la harira, elle va en donner à goûter aux voisines. D'accord ? Donc, c'était une habitude du passé. Driss le Teigneux, il a une maladie qui rend la peau des cheveux de la tête, qui rend cette tête glabre. Glabre, je cherchais ce mot, c'est un mot qui signifie que la personne n'a pas de cheveux. On le dit d'une personne qui n'a pas de cheveux au visage, ou bien à la tête, ou bien, on dit il est glabre. Lorsqu'il n'a pas tous les cheveux de la tête, on dit qu'il est chauve. D'accord ? Bon, teigneux, c'est une maladie, une petite place dans la tête est échevelée, c'est-à-dire elle n'a plus de cheveux. Driss le Teigneux, c'est un apprenti, il travaille chez le père, et c'est lui qui vient faire les commissions. Le père lui donne des légumes, de la viande, et il l'envoie à la maison, il lui dit porte ça à la maison. Bref, donc le narrateur nous parle un peu des origines de sa famille et de la situation financière, matérielle, ça concerne l'argent, la situation financière du père. Il nous dit que la famille est prospère, la famille vit bien, d'accord, par rapport aux autres. Et bien sûr, lorsqu'on est petit, lorsque la famille vit un peu à l'aise, on croit qu'elle est très riche. C'est en grandissant qu'on arrive à faire la différence entre riche et pauvre, vraiment. Parce que avant on compare avec les voisins. Car moi, j'achète des espadrilles, les voisins achètent des espadrilles qui sont moindres, alors je considère, parce que je suis enfant, je considère que je suis riche. Bien, alors, Rahma offre un cabochon de verre. Un cabochon, c'est un petit truc fait en verre. On dit un éléphant de verre. Ça peut être n'importe quel motif fabriqué en verre. De verre au narrateur. Elle cherche peut-être la réconciliation, la paix. Elle a cherché la guerre et maintenant elle cherche le contraire. Elle cherche à se réconcilier, à redevenir en bon terme avec la mère du narrateur. On passe au chapitre 3. Alors, le narrateur a été griffé. Le père dit, mais il est tombé un peu malade. Il a une santé très fragile dans ce roman. Le narrateur, il tombe malade pour un oui ou pour un non. Alors, le père, il dit à sa femme, ne l'envoie pas au site demain, c'est-à-dire mercredi. Et normalement, dans le passé, jeudi
et vendredi matin était jour férié. On n'allait pas au Msid. Alors, il a le mercredi et le jeudi et le vendredi matin. C'est pour ça qu'il nous parle de vendredi après-midi et il va nous parler premièrement de l'école coranique, ce qui se passe à l'école coranique. La première fois, il a juste cité où se trouve l'école coranique. Maintenant, il nous dit comment ils passent leur journée à apprendre. Retour à la maison, il joue avec sa boîte à merveille. Alors, Fatma Bziouia achète une lampe à pétrole. J'ai dit, c'est à peu près 1921. Pas d'électricité, seulement des bougies. Même les lampes à pétrole n'étaient pas disponibles. La bougie, elle éclaire vraiment très faiblement. Alors, la mère voit la chambre de Fatma très bien éclairée, elle passe et lui dit, mais est-ce que tu as des invités ou bien quoi? Parce que lorsqu'ils avaient des invités, ils n'allumaient pas une seule bougie. Ils allumaient 4 ou bien 6 bougies et elle les mettait au coin de la chambre pour bien éclairer la chambre. Alors Fatma Bziou lui parle de la lampe à pétrole. La mère est envieuse, elle est jalouse. Mais elle montre le contraire. Il lui dit, ça dégage une mauvaise odeur. C'est-à-dire pour le gaz de... Et on m'a dit que ça cause beaucoup d'incendies. Ça allume le feu dans les chambres. Et elle s'en va. D'accord. Alors le reste de la journée, le reste de la soirée, parce que c'est le soir, avant le retour du père, elle reste coite, muette. Elle ne parle pas. Lorsque le père revient à la maison, il l'accueille avec joie parce que le père est très doux, très gentil, très bon, il est très aimé par sa femme et par Sidi Mohammed. Alors, j'ai sauté ce point-là. Alors, ici, tout simplement, le point que je viens de sauter, la mère du narrateur amène le sujet, comme nous, lorsqu'on fait une production écrite, elle amène la discussion sur la lampe à pétrole. Elle commence à parler d'autre chose, et mine de rien, comme si elle n'avait pas l'intention de dire cela, elle a commencé à parler des lampes à pétrole et des gens bien qui achètent des lampes à pétrole. Le père reste indifférent, il n'accorde aucune importance à ce qu'elle dit. Mais le lendemain matin, il lui montre qu'il n'était pas indifférent. Pourquoi? Parce que le lendemain matin, il achète une lampe à pétrole et il l'envoie à sa femme avec une petite bouteille pleine de gaz pour allumer. Le pétrole dans lequel on allume, nous, on l'appelle un gaz. Donc, immense peine, chagrin, tristesse de Rahma. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu sa fille de retour d'un baptême, sa fille Zineb. Le baptême, c'est la petite fête qu'on fait à l'occasion de la naissance et surtout de la nomination du petit bébé. Grande solidarité de la part de tout le monde. Hommes et femmes commencent à chercher avec elle. Bien, avant de passer au point suivant, je veux vous expliquer ce que c'est que la focalisation. On l'appelle focalisation, bien on l'appelle point de vue. Pour voir le point de vue du narrateur et le point de vue de l'auteur. Alors remarquez, en français, la focalisation tout simplement, c'est avec les yeux de qui voit-on les événements et fait-on la description. Lorsqu'on a un narrateur externe c'est qui? Narrateur externe, ce n'est pas un personnage dans le récit. C'est une personne fictive. D'accord? Elle remplace l'auteur pour raconter. Et elle raconte ce qu'elle voit. D'accord? Le narrateur, c'est un témoin. L'auteur, ce n'est pas un témoin. L'auteur, c'est lui qui a inventé l'histoire. Donc l'auteur, il n'a pas besoin de voir. L'auteur, il sait tout. On va venir à sa focalisation. Mais le narrateur qui raconte à la place de l'auteur, c'est la focalisation externe. Ça veut dire quoi la focalisation externe? Je vous explique ce ici. Nous sommes dans une classe. Il y a 3 élèves dans la classe. On décrit ces élèves.
Ici signifie que dans la focalisation externe, on ne peut pas décrire ce qui se passe dans la classe et en même temps aller dans la maison de l'un des élèves et décrire ce qui s'y passe. On ne peut pas décrire deux temps en même temps. D'accord ? Bon, on ne peut raconter que ce dont on a témoigné. Le narrateur ne peut raconter que ce dont il a témoigné, ce qu'il a vu de ses propres yeux. D'accord ? Alors, il est avec moi, par exemple, pendant que j'enregistre cette leçon, il va me décrire. Il va dire, il est assis, d'accord ? Il a un casque autour de la tête, il est en train de parler dans son casque en regardant un écran. D'accord ? Alors, il raconte le ici, la place où je me trouve. Et il raconte le maintenant. Par exemple, il ne peut pas raconter quelque chose avant que je ne vienne ici. Il ne peut pas dire, par exemple, il va raconter, il est témoin de ce que je fais depuis 2 heures, par exemple, jusqu'à 3 heures. Il ne peut pas raconter ce que j'ai fait à 1 heure. C'est seulement 2 heures à 3 heures. Comme un vrai témoin. Le vrai témoin, il témoigne de ce qu'il voit. Et il ne peut voir que les choses qui se passent dans un seul espace, dans un seul lieu, et il ne peut témoigner que des choses qui se sont passées pendant qu'il était présent. Il ne peut pas raconter quelque chose qui s'est passé avant qu'il ne soit présent. Et extérieurement, ça signifie quoi extérieurement ? C'est-à-dire, il ne peut pas pénétrer dans le monde intérieur des personnages. Il ne peut pas me dire ce que pense un personnage ou bien ce que ressent un personnage. Je peux vous donner ici un exemple. Il était en classe, il regardait le tableau en écoutant attentivement. Alors, ce qu'on voit là, c'est une focalisation externe. Pourquoi ? C'est seulement la classe et seulement pendant que l'élève était assis. D'accord ? C'est ici et maintenant. Et regardez, on n'a aucune information sur les pensées ou bien sur les sentiments de ce il. On décrit ce qu'on voit simplement. Alors ça, c'est la focalisation externe. La focalisation interne, c'est une focalisation qui a aussi le ici et le maintenant. Mais elle est faite par un personnage. Celle-là, elle est faite par un acteur. Celle-là, elle est faite par un personnage. Alors, on peut entrer dans le monde interne de ce personnage. Le personnage, avec les yeux de qui on voit les événements. Ce personnage, on connaît ses pensées, on connaît ses sentiments. C'est compris ? Donc, ici et maintenant, c'est les deux. On peut raconter seulement ce qui se passe dans une seule place et pendant qu'on est présent. Parce que le personnage aussi, c'est la même chose. Le personnage est assis en classe, il peut raconter ce qui se passe en classe, mais il ne peut pas te dire pendant que je suis en classe, mon père à la maison fait ça ou bien ça ou bien ça. Il ne peut pas. D'accord ? Donc, maintenant, de tout ce qui se passe, il peut raconter son propre passé, pas son futur. Son propre passé. Mais il ne peut pas raconter le passé et le futur des autres personnages qui sont avec lui. D'accord ? Mais il peut nous livrer ses pensées et son monde interne. Alors si je vous dis, Ahmed était assis, il voyait la fenêtre. D'accord ? Donc on a des verbes de perception. Lorsque il voyait la fenêtre, point, c'était une fenêtre bleue et généralement lorsque je te dis il voyait la fenêtre et je décris la fenêtre, ça signifie que je décris ce que voit le personnage. Donc il pensa, alors on entre dans les pensées de ce personnage, il pensa qu'il devait partir et il ne se sentait pas bien ou bien il se sentait triste ou bien, d'accord ? Alors, vous voyez, la différence c'est ça. Les verbes de perception, il voyait, il entendait, d'accord ? Et les pensées, les sensations, les sentiments. C'est ça la différence entre les deux.
la focalisation zéro, c'est l'auteur. L'auteur n'a pas besoin de voir. Il ne raconte pas parce qu'il est témoin. Il raconte parce que c'est lui qui a, si vous voulez, entre parenthèses, qui a créé toute l'histoire. C'est pour ça qu'on dit que l'auteur, dans la focalisation de l'auteur, ou bien dans la focalisation de l'auteur, il devient Dieu. C'est lui, le Dieu des personnages du récit. Il peut faire vivre qui il veut, faire mourir qui il veut, d'accord? Il peut choisir de faire mourir un personnage et il sait ce qui passe partout. Alors, il peut te dire, Ahmed était assis en classe pendant que son père avait une dispute avec son patron au travail. Il peut te raconter 2 lieux et plus. Il peut te raconter 2 périodes. Il peut te dire, le père d'Ahmed se disputait et c'était sa 2e dispute depuis 30 ans. Alors il nous livre des informations sur le personnage qui se sont passées dans le passé. D'accord? Bon, il peut nous dire, il s'est disputé, il ne savait pas que le lendemain il serait arrêté pour cette dispute avec la police. S'il le savait, il se serait vraiment retenu. Il nous donne des informations sur l'avenir des personnages. Même les personnages ne connaissent pas leur avenir. Alors, remarquez, si vous avez une focalisation zéro dans le récit, c'est Ahmed Sfraoui qui parle. Si vous avez une narration interne, parce que Sidi Mohamed c'est un narrateur, c'est vrai, mais c'est un narrateur interne, c'est un narrateur personnage. Donc, il fait une narration interne. Il nous dit ce qu'il entend, ce qu'il voit. Alors, nous allons vraiment voir ici. Bon, c'est un exemple. Ahmed entre en classe, il voyait la fenêtre, il pense à Kada, et on va venir ici pour ajouter d'autres choses. Pendant ce temps, son père lisait ou bien le journal à la maison. Donc, lorsque je dis pendant ce temps, au même moment où Ahmed fait ça, son père fait ça. Il était heureux. Nous avons les sentiments d'Ahmed, il est triste. Et nous avons les sentiments de son père, il est heureux. Donc vous voyez, si vous avez le monde interne de 2 personnages et plus, c'est la focalisation zéro. Parce que interne, c'est seulement le monde interne d'un seul personnage, le focalisateur, celui qui raconte les informations. Alors, on va voir ici, Sidi Mohamed, il fait une focalisation interne. Ahmed Sfraoui, c'est une focalisation zéro. On l'appelle focalisation zéro, ou bien la non-focalisation, il n'y a pas de focalisation, ou bien la focalisation omnisciente. Omniscient, c'est un mot qui signifie il sait tout, il voit tout. Bien, alors, Sidi Mohamed ne connaît pas tous les détails de la disparition de Zineb. Alors il ne peut pas nous les dire parce qu'il a une focalisation interne. Il ne peut pas entrer dans la tête de Rahma, il ne peut pas entrer dans la tête de sa mère pour savoir ce qui s'est passé. Alors il attend le dîner lorsque la mère raconte tout au père pour nous raconter ce qu'il entend. Donc, vous voyez ce que c'est que la focalisation interne. Il a besoin d'entendre ce que disait sa mère pour pouvoir nous le révéler. Si c'était Ahmed Sfraoui qui parlait, Ahmed Sfraoui, c'est lui qui a inventé l'histoire, donc il connaît tout. Donc, alors, je vous raconte très rapidement l'histoire de Zineb. Zineb s'est perdue, on l'a pleuré à la maison, on l'a cherché, d'accord? Donc, elle était perdue sur le chemin de retour lorsque sa mère, c'est pour ça que j'ai écrit ça aux élèves qui m'écoutent en arabe. Donc, alors, Khadija, la femme d'un fournier, le fournier c'est celui qui travaille dans un four, a eu un enfant. Pas grâce à Dieu, mais grâce à Sidi Ali Boussarghin. C'est un autre sanctuaire, un autre saint. Alors elle est allée à Sidi Ali Boussarghin, elle l'a prié, et Sidi Ali Boussarghin lui a donné un enfant. Maintenant, elles sont allées au baptême de cet enfant, sur le chemin de retour, elles se sont perdues. Et elles se sont perdues, et on a pleuré Zineb, on l'a cherché, et c'est la mère de Sidi Mohamed avec Rahma qui vont la retrouver. Elles vont aller elles aussi à Moulay Idriss Zaroun pour le prier, pour lui demander de les aider à trouver Zineb. Et une vieille femme
les entendit qui parlaient de Zineb, elle leur a montré, il se trouvait dans une maison pour enfants retrouvés. D'accord? Elles sont allées là, ils ont cherché l'enfant et l'ont rapporté à la maison. Lorsque la mère de Sidi Mohamed racontait, elle racontait avec beaucoup de détails. Énormément de détails. Le père n'aimait pas ça. Et regardez, les auteurs, ce sont des gens qui connaissent bien la psychologie, d'accord? Donc lorsqu'ils racontent, ils racontent en respectant la psychologie. Donc il est connu d'après la psychologie de l'homme et de la femme. D'accord? Donc il y a des différences entre l'homme et la femme. Ça ne signifie pas que l'un est meilleur que l'autre, mais il y a des différences entre l'homme et la femme. Comme il y a des différences physiques, il y a des différences psychiques, il y a des différences intellectuelles. Mais chacun a de bonnes choses et de mauvaises choses. Bon, la femme, généralement, la femme aime raconter avec beaucoup de détails. Et généralement, l'homme aime qu'on raconte avec peu de détails. Si tu dis à une personne, une femme demande à son mari, combien tu as acheté les pommes de terre? 3 dirhams. La réponse, directement. S'il lui dit, combien tu as acheté les patates, les pommes de terre, il va lui dire, ne m'en parle pas. Je suis allé chez le premier marchand de légumes, il m'a dit 4 dirhams, je lui ai dit non, 3 dirhams, il n'a pas voulu, je suis allé au deuxième, ensuite, en parlant avec le deuxième, j'ai vu de belles pommes de terre chez quelqu'un d'autre, je les ai trouvées, elles valaient seulement 3 dirhams, alors je les ai achetées. Bien, connaître, bien sûr, cette psychologie, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Une femme qui veut raconter à son mari doit limiter les détails. Et un mari qui veut raconter à sa femme doit ajouter des détails. D'accord? Donc, ce sont des choses qui peuvent les rapprocher. D'accord? Parce que la femme reste insatisfaite lorsqu'on parle de façon brève, sans détail, et l'homme est un peu irrité lorsqu'on lui raconte les choses avec beaucoup de détails. Ce qui se passe ici avec le père de Ma'alim Abd Salam, il lui dit, mais viens au fait. Alors la femme lui dit, tu ne sais pas écouter, mais attends, non, elle est passée par, d'accord, elle ne veut pas démordre de sa façon détaillée de raconter. D'accord. Et comme j'ai dit, c'est pas une mauvaise chose chez l'homme ou bien chez la femme. D'accord? C'est pas une mauvaise chose. Bien, la femme est vraiment responsable de l'éducation de ses enfants. D'accord? En plus de ses autres fonctions, c'est elle qui reste le plus de temps avec les enfants. Et pour éduquer, on doit être quelqu'un qui fournit beaucoup de détails. On ne doit pas être quelqu'un qui donne des directives très brèves. Elle doit parler à l'enfant, lui expliquer et tout. Alors, c'est dans sa nature de faire ces choses parce que ça sert un objectif. D'accord? Allah lui a fait ça pour quelque chose de bon, pas pour quelque chose de mauvais. Nous, lorsque nous en parlons, nous essayons d'en faire quelque chose de mauvais, comme si Dieu était injuste et qu'il était pour l'homme, qu'il se rangeait pour l'homme et qu'il était contre la femme. Mais c'est de la foutaise, c'est de l'imbécilité vraiment apparente. Moulay Idriss, on a vu, et elles ont retrouvé grâce à une vieille femme. Encore, le narrateur fait des cauchemars. Je dois vous dire quelque chose, donc le comique dans cette histoire, lorsque Zineb était perdue, les femmes pleuraient, Sidi Mohamed pleurait plus fort que les autres. Les Zouida étaient vraiment très contentes. D'accord? Pourquoi? Parce que les femmes allaient penser que son enfant avait bon cœur, qu'il était très tendre et qu'il avait vraiment, qu'il plaignait beaucoup Zineb. À un certain moment, sa mère lui dit, mais attends, ne t'en fais pas, on va la retrouver. Il lui dit, mais je me fous qu'on la retrouve ou bien non. Je pleure parce que j'ai faim. D'accord? Bien, et dans le récit, dans la comédie, ça s'appelle une chute, garder un événement surprise à la fin. C'est ce qui fait rire dans une blague. Si vous voulez raconter une blague et que vous dévoilez la chute, personne ne rit. Sidi Mohamed et Zineb, je m'excuse, jeudi suivant, elle prépare un repas pour les pauvres, du couscous.
ils vont inviter des filles aveugles. Ils vont lire le Coran et on va leur servir du couscous en remerciement à Dieu. Bon, et pendant que les femmes préparent le couscous, Sidi Mohamed et Zineb jouent, les hommes mangent et les femmes mangent après eux. Et généralement dans le passé, c'était vraiment très injuste. Dans le passé, généralement, on sert on va l'appeler Gsariya, d'accord, on sert la Gsariya du couscous aux hommes, ils mangent et les femmes, elles vont manger les restes. Ce qui reste, ce sont les femmes qui vont le manger. Par bonheur, sauf quelques gens gardent encore ces habitudes qui n'ont aucun sens. Alors maintenant, à la fin, Sidi Mohamed et Zineb Shushama, ils se disputent, ils se battent. Sur ce, je vous dis au revoir parce que c'est là que je me suis arrêté avec l'explication en arabe. Je n'ai plus qu'à vous dire bonne chance, bon travail et bonne réussite, Inch'Allah, à la fin de l'année. Et